Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les chaînes de TVR et de Public Sénat à l'occasion de ce grand débat des municipales 2020 à Rennes. Nous sommes très heureux pour ce TVR Ouest France Politique en association avec Public Sénat de vous proposer cette grande rencontre avec 6 principaux candidats durant 90 minutes avec Oriane Mancini que je salue de Public Sénat, mais bonjour également Stéphane, Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France. Bonjour à vous deux. Nous allons durant ces 90 minutes aborder avec nos 6 candidats 4 grandes thématiques. Nous parlerons des transports, mais aussi de la mobilité, le logement et l'urbanisme, la sécurité et la propreté. Enfin, l'emploi et le rayonnement de Rennes. Et puis bien évidemment, en filigrane de ces 4 grandes thématiques, il y aura l'empreinte écologique environnementale. Par tirage au sort, permettez-moi de vous présenter les 6 principaux candidats à cette élection municipale rennaise. Bonjour Carole Gandon. Bonjour, avec le micro, vous représentez la liste Révéler Rennes pour La République En Marche. Mathieu Torier. Bonjour. Bonjour. Candidat pour cette liste Choisir l'écologie pour Rennes, pour Europe Écologie Les Verts. Bonjour à Charles Compagnon. Bonjour Stéphane Médier. Vous êtes la liste Libre d'Agir pour Rennes, une liste droite centre-droit. Merci également à Enora Lepape pour la liste Rennes en commun. Bonjour. Bonjour, merci à toutes et à tous. Pour la France Insoumise, merci également à vos côtés à Nathalie Appéré. Bonjour. Bonjour. La liste pour Rennes, maire sortante socialiste, candidate du Rassemblement de la gauche et de la société civile. Enfin, à vos côtés, bonjour à vous, Émeric Salmon. Bonjour. Vous représentez la liste Rassemblement pour Rennes pour le Rassemblement national. On va entrer directement dans le vif du sujet avec une première question à vous 6, d'Oriane Mancini. Oui, première question très simple à laquelle on va vous demander à tous les 6 de répondre en 1 minute dans un ordre qui a été défini précédemment par tirage au sort. On va donc commencer par vous, Carole Gandon. Cette question très simple. Pourquoi avez-vous décidé d'être candidate à la mairie de Rennes? J'aime profondément ma ville. J'ai envie d'agir. Rennes est une ville qui a plein d'atouts, qui a été par le passé une ville d'avant-garde sur beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, le système qui est vieux de 40 ans s'essouffle. Notre ville est traversée par des grandes mutations démographiques, numériques, environnementales, sociétales. Et je crois qu'il est important de venir avec une équipe renouvelée, un regard différent, une méthode d'agir différente, à la fois pour répondre de manière très concrète aux problématiques du quotidien des Rennais qui nous expriment leur exaspération, leurs attentes sur un certain nombre de sujets, et aussi de porter une vision de long terme pour préparer l'avenir du territoire. Et on va le faire avec une nouvelle gouvernance qui associe les citoyennes, les citoyens, qui regardent le monde tel qu'il est, qui regardent la ville telle qu'elle est et qui apporte des réponses très concrètes, co-construites avec les habitants. Merci Carole Gandon et merci d'avoir respecté la minute. Même question à vous, Mathieu Torier. Pourquoi avez-vous décidé d'être candidat à la mairie de Rennes? Évidemment par amour et par un attachement immense à cette chère ville de Rennes où je suis investi et engagé depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, notre territoire, notre ville, elle doit faire face à un enjeu immense qui est celui de l'urgence environnementale, de l'urgence climatique. Et il va falloir le relever collectivement. Et le temps, il n'est plus à l'alerte, il n'est plus aux demi-mesures, il est désormais à l'action. Et les solutions, nous les connaissons. C'est pourquoi nous proposons un choix, celui de l'écologie pour Rennes, pour permettre aux Rennaises et aux Rennais de reprendre le contrôle de leur vie, de leur ville, pour relever cette immense ambition et faire de Rennes une des grandes villes d'Europe de la transition écologique et sociale. Merci beaucoup Mathieu Torier. Charles Compagnon, pourquoi vous vous êtes engagé dans cette campagne? Alors je me suis engagé dans cette campagne parce que je suis à Rennes depuis que j'ai 14 ans. Cette ville, je l'aime profondément et que ce qu'elle devient, ce qu'elle est aujourd'hui, ne me satisfait pas pleinement. Et j'ai développé pour cette ville une vision, un rêve, et que c'est ce rêve que je veux porter pour toutes les Rennaises et les Rennais, d'une ville qui croit raisonnablement, d'une ville qui respire mieux, d'une ville qui rayonne sur la Bretagne, sur son territoire, d'une ville qui retrouve l'audace. Rennes a été une ville audacieuse, il faut retrouver l'audace pour les Rennaises et les Rennais, et enfin le développement et le rêve d'une ville beaucoup plus apaisée.
Merci Charles Compagnon et Nora Lepape. Même question, pourquoi vous êtes engagée dans cette campagne? Pourquoi? Parce que je pense qu'il est temps que notre ville prenne à bras le corps l'urgence sociale, l'urgence écologique, qu'elle devienne vraiment une ville importante dans la transition écologique. Je veux une ville apaisée, je veux une ville où c'est agréable de circuler, où on peut circuler à vélo en toute sécurité, où on peut respirer paisiblement, où c'est une ville aussi où on peut décider pour sa ville. Et c'est ça aussi que j'aimerais apporter. À l'instar de notre liste, Rennes en commun, qui est une liste où moi je suis porte-parole. Notre binôme tête de liste sera décidé demain lors d'une assemblée citoyenne, où nous avons décidé 50% de militants politiques, 50% de personnes citoyens engagés, avec notamment des méthodes innovantes comme le tirage au sort. Donc c'est ce que nous voulons aussi, c'est-à-dire plus de démocratie locale, plus de démocratie participative. Il faut faire avec les gens pour une ville à taille humaine et pour les Rennaises et les Rennais. Merci Nora Lepape, Nathalie Appéré, maire sortante. Pourquoi avez-vous décidé de briguer un nouveau mandat? Depuis 6 ans, comme maire, je me suis fixé un cap très clair, tenir avec mon équipe un à un les engagements qu'on avait pris devant les Rennais en 2014. Et je crois qu'ensemble, on a transformé la ville, on a construit une ville qui nous ressemble, une ville d'abord attractive, dynamique, avec l'un des taux de chômage les plus bas, sinon le plus bas des grandes villes de France, une ville solidaire aussi, qui rénove ses quartiers populaires, qui lutte contre les inégalités dès le plus jeune âge, une ville écologique qui a pris à bras-le-corps la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors je ne dis pas qu'on a tout réussi, il y a encore beaucoup à faire, il y a des défis nouveaux, notre cohésion sociale peut être parfois touchée dans sa tranquillité, dans sa sécurité, il y a de nouvelles inégalités qui peuvent apparaître, il faut aller encore plus loin, encore plus fort sur la transition écologique et c'est pour ça que je veux inventer des solutions nouvelles, à la fois faciliter le quotidien des Rennais et puis se projeter ensemble vers un horizon qui soit juste et durable. Merci Nathalie Appéré. Et enfin, Aymeric Salmon, même question. Pourquoi briguez-vous la mairie de Rennes? Eh bien, je suis fier de convictions fortes, fier d'être membre du Rassemblement national. Jamais dans cette campagne, je ne cacherai mon opinion politique et l'étiquette de mon mouvement politique. Je représente à Rennes une grande quantité d'électeurs qui sont depuis plus de 20 ans absents du conseil municipal. Mes 5 adversaires ici présents sont eux-mêmes ou leurs équipes présentes dans le conseil municipal sortant. Il y a une voix qui manque au sein du conseil municipal de Rennes, c'est la voix du Rassemblement national. Je suis ici pour représenter ces électeurs, pour apporter leur message sur la sécurité qui va dégradante à Rennes et qui est un sujet primordial. Il est bon de respirer de l'air pur, mais il est bon de respirer tout court. Merci à tous les 6. Merci d'avoir respecté la minute. Voilà, merci d'avoir donné un peu ce tempo du démarrage de ce débat. La première question, nous allons parler transport et mobilité. Et cette première question vous est posée par le directeur départemental de Ouest France, Vincent Jarnigot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, première question, aujourd'hui la ville pousse. Rennes, c'est 216 000 habitants au 1er janvier 2017. C'est 7 000 nouveaux habitants en 5 ans. Et cette ville pousse et donc a des problèmes de grandes villes, notamment des problèmes de congestion automobile et de saturation de sa rocade. Alors chacun ici a des propositions pour désengorger. Alors il y aura une deuxième ligne de métro qui va enlever 50 000 voitures qui sera inaugurée à la fin de l'année 2020. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut, la première question, prolonger le métro au-delà de la rocade? Je pose la question à la maire sortante qui estime, elle, que c'est une gabegie de le faire. Alors vous avez déjà raison de rappeler qu'avec la mise en service de la deuxième ligne de métro, la ligne B, ce seront 50 000 voitures en moins à circuler dans la métropole, mais c'est aussi 1 million de kilomètres de lignes de bus redéployés. Donc ça va effectivement offrir des opportunités nouvelles de transport en commun. Mais je considère qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour mieux relier les communes de notre métropole et notamment offrir de meilleures solutions à l'extérieur de la rocade. Moi, ce que je propose effectivement, ce sont 5 lignes de tramway sur roue, des trambus, qui sont une solution disponible aujourd'hui parce que les technologies évoluent et ça a la grande vertu, le grand mérite de pouvoir être réalisé d'abord dans des coûts qui sont relativement contenus, 200 millions pour la totalité
des trambus, et puis en plus sur des délais très courts, parce que je pense que c'est des solutions qu'il nous faut pour aujourd'hui. Et c'est sur ce mandat, en 5 à 7 ans, qu'on peut réaliser ces trambus. Alors qu'une ligne de métro, outre le fait que c'est un coût important, hein, la ligne B actuelle c'est 1,2 milliard, la difficulté c'est qu'entre le moment où on décide et le moment, on l'a vu à Rennes, où c'est mis en service, c'est 12 à 14 ans. Et je pense qu'il faut apporter des solutions plus immédiates, plus rapides. Et puis, par ailleurs, je pense qu'aller en métro dans le périurbain, ça n'existe pas. Parce qu'il faut une densité lorsqu'il y a un métro. C'est le cas sur la ville-centre aujourd'hui. Et donc, si on propose d'étendre le métro au-delà de la rocade, j'ai entendu des propositions qui consistaient, par exemple, à aller jusqu'à Passé, à aller jusqu'à Bru. C'est les propositions de Carole Gandon. Voilà. On va vous écouter dans un instant. Ça veut dire très concrètement qu'on accepte de la densité, donc qu'on accepte de grignoter la ceinture verte et qu'on accepte donc d'artificialiser des terres agricoles. Et ce n'est pas le modèle que je propose. Donc effectivement, des tramways sur roues, des trambus et puis un ensemble de mesures extrêmement concrètes pour favoriser les mobilités, à la fois sur le covoiturage, c'est les mesures que nous avons prises dans le cadre du plan de déplacement urbain, et les mobilités douces, la facilitation du vélo et des transports en vélo, évidemment. Alors vous avez souhaité, Carole Gandon, vous faire sortir le métro de la rocade sur ces 2 lignes, la ligne A et la ligne B. Vous maintenez cette proposition et vous la chiffrez à combien ? Oui, absolument. C'est une proposition qui, pour moi et pour mon équipe, va dans le sens de l'histoire. On a fait ce choix historique à Rennes du métro, qui a suscité à l'époque de nombreux débats et polémiques. Et aujourd'hui, personne ne remet en cause ce choix et les Rennais sont très, très satisfaits de ce service. Pour moi, Madame Appéré, la vraie gabegie, c'est de ne rien faire et c'est de ne rien prévoir. Vous êtes élue depuis 18 ans. Qu'avez-vous fait pour la situation sur la route de l'Orient ? On a aujourd'hui, dans le quotidien des Rennais, un sentiment d'empêchement, des axes de circulation qui sont saturés, une rocade qui est saturée, et c'est principalement dû au fait que le métro est à l'intérieur de la rocade, avec des parkings relais qui sont à l'intérieur de la rocade, et qui obligent les véhicules à passer par cette rocade pour pouvoir rejoindre le réseau de transport en commun. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, il faut faire sortir le métro de la rocade. Dans un premier temps, nous souhaitons l'emmener jusqu'à l'aéroport et au parc des expositions, idéalement jusqu'à Kerlan. Le coût, on a évalué à peu près 430 millions d'euros. Avec, on peut faire une partie en tranchée couverte. Et concrètement, la proposition qui consiste à dire on étend les 2 autres lignes, c'est une projection vers l'avenir. À 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Ce sont des investissements qui sont structurants et que les générations futures nous remercieront d'avoir préparé pour pouvoir anticiper toutes les transitions qui viennent. Autre proposition, j'enchaîne. Autre proposition, Mathieu Turier, vous proposez la création d'un RER rennais. Alors c'est une proposition que vous défendiez déjà en 2014. Alors ça coûte combien déjà et sur comment peut s'appuyer ce RER rennais? Peut-être commencer par rappeler quand même que la question des déplacements, c'est parmi la première question qui vient quand on discute avec les Rennaises et les Rennais. Et on voit bien que c'est un enjeu essentiel sur lequel il va falloir mettre beaucoup de moyens dans les années qui viennent, à la fois pour des enjeux de santé publique, puisque on a une qualité de l'air qui est assez mauvaise sur Rennes et sa métropole, pour des enjeux de lutte, encore une fois, contre le changement climatique, puisque les transports, ce sont des émissions de gaz à effet de serre, et puis pour des questions sociales, puisque les déplacements, c'est un coût pour les ménages. Et pour ça, il faut qu'on crée le plus possible des alternatives à la voiture, et en particulier à la voiture individuelle. Il y a un mode de déplacement qui est extrêmement efficace en milieu urbain et à l'échelle d'une métropole, c'est celui du vélo. Il faut qu'on investisse 100 millions d'euros demain sur un grand réseau express vélo à l'échelle de la métropole. On a des résultats qui sont très efficaces pour des coûts qui sont finalement assez peu importants sur ce type de déplacement. Ensuite, sur la question des transports en commun, je suis désolé de le redire, mais Madame Gandon nous refait le débat des années 80, qui était le débat d'il y a 40 ans, sur le choix justement entre métro et tramway. Et nous, écologistes à l'époque, on disait que le métro était intéressant sur du déplacement en milieu urbain dense, mais il a un défaut, c'est qu'il ne sort pas des frontières de la rocade et qu'il ne permet pas de relier l'ensemble des communes de la métropole entre elles. On a fait le métro, la 2e ligne va être livrée. Maintenant, il faut qu'on apporte rapidement des réponses pour l'ensemble des habitants de la métropole. Et les solutions, elles ne seront pas sur un prolongement du métro, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et donc, on va manger
toutes les capacités financières de Rennes Métropole si on fait ce choix-là. Donc clairement, le choix, il est au Trambus, il est à l'utilisation des lignes ferroviaires, puisqu'on a 5 lignes ferroviaires qui irriguent aujourd'hui la métropole et qui peuvent être utilisées pour le déplacement du quotidien. Cher compagnon, vous, sur cette question, vous proposez un plan Marshall des transports et de la mobilité que vous chiffrez à 1 milliard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, je vais même rectifier parce qu'on continue à travailler. Il est même à 1,3 milliard. Voilà, donc je vous donne le nouveau chiffre de ce matin. C'est beaucoup d'argent. Comment? C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Nathalie Appert a dit, le métro, la ligne de métro, la ligne B, c'est 1,2 milliard. Donc effectivement, on reste dans cette dynamique. Effectivement, une autre proposition, une autre vision. Le tramway qui sort aux 4 points cardinaux des sorties du métro, parce que effectivement, si en tant qu'usager du métro, je trouve qu'il est formidable, c'est pratique, c'est rapide, le métro, les Rennais l'aiment, mais le métro a un inconvénient, Mathieu Toriel l'a dit, il ne sort pas de la rocade, et il a même contribué à enclaver la ville, et comme on veut faire rayonner la ville et l'ouvrir, il faut absolument sortir de la rocade en des coûts raisonnables. Je pense que c'est intéressant que les gens qui nous regardent sachent que, grosso modo, un tramway, on peut dire 25 millions du kilomètre, et un métro, on est entre 100 et 125 millions du kilomètre. Donc, effectivement, avec 1 milliard, on peut sortir 4 fois et aller notamment distribuer des zones comme Saint-Jacques en transport en commun, aller jusqu'à Carlane et ainsi désenclaver la rocade. Mais un plan Marshall, ce n'est pas que le tramway, c'est 150 km de pistes cyclables. C'est également un contournement de la ville parce que nous sommes capitale de la Bretagne et nous ne pouvons pas accepter que Rennes soit un point bloquant pour tous les gens qui viennent de l'Est et qui veulent aller vers l'Ouest dans la Bretagne. Édouard Lepape, pour votre liste et la France Insoumise, vous parlez de RER métropolitain? Alors oui, exactement. Donc nous avons une politique en 3 axes. La première, c'est la gratuité ou le libre accès au transport en commun. On va en parler après du financement. Voilà, mais pour vous dire que on travaille sur 3 axes. La sécurisation des parcours vélos, fondamentale, comme l'a pu dire Monsieur Terrier, qu'il faut absolument favoriser les mobilités douces ici à Rennes et le sécuriser le plus possible. Et enfin, le RER métropolitain. Pourquoi? Parce que de ce qu'on est en train de me dire, c'est les mesures des autres candidats, c'est pour moi finalement des petites mesures. On prolonge un petit peu par-ci, on prolonge un petit peu par-là, mais il faut être un peu plus ambitieux à long terme et il faut connecter le métro au train. Il y a 5 branches ferroviaires actuellement à Rennes. Il y a des haltes ferroviaires comme par exemple Pontchaillou qui est déjà connecté au métro. Il y en a d'autres comme la halte de la Poterie qui est malheureusement connectée à rien alors que c'est un endroit où il y a énormément de personnes qui travaillent. On est dans une zone industrielle. Tout ça, il faut le repenser. Pourquoi? Puisqu'il y a des personnes, le RER métropolitain, ce serait pour des Rennais, mais ce serait aussi pour les personnes de la métropole et également les habitants en dehors de la métropole. Le train, c'est l'avenir. Il faut se dire, on ne veut pas juste prolonger certains, il faut vraiment qu'il y ait un maillage du territoire et le RER métropolitain, c'est ce qui nous permet. Aymeric Salmon, sur cette question des mobilités et du transport. Eh bien, je ferai 2 différences en fait entre les transports intra-rennais et les transports en dehors de Rennes. Intra-rennais, tout le monde est d'accord, tout le monde l'a dit, le métro est un succès, tous les Rennais aiment leur métro et les transports en commun dans la ville de Rennes sont très bons. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des moyens d'inciter encore plus les usagers qui n'utilisent pas aujourd'hui les transports en commun de prendre le métro, de prendre le bus. Pour cela, il y a des mesures simples. Par exemple, moi j'imagine que pour aménager et apporter des clients à nos commerçants du centre-ville, on pourrait imaginer, alors peut-être pas une gratuité totale car le coût serait important, mais une gratuité le samedi qui permettrait d'apporter de la clientèle à nos commerçants du centre-ville. On peut imaginer également, quand on regarde les grilles tarifaires des lignes de bus actuelles, les jeunes ont des tarifs spécifiques, mais les étudiants n'ont rien d'autre que le tarif jeune, alors que beaucoup de jeunes actifs bénéficient de 50% de prise en charge par leur entreprise. Donc moi je proposerais une réduction de 50% pour les étudiants pour le transport en commun rennais, au-delà de la rocade, pour toutes les problématiques qui sont présentées aujourd'hui par mes concurrents. Je pense que le meilleur des déplacements, c'est celui qu'on ne fait pas, en fait. Pour améliorer les transports sur la rocade de Rennes, clairement, il faut réduire les transports sur la rocade de Rennes. Il y a 2 mesures très compliquées à mettre en œuvre, mais
compréhensible par tout le monde, c'est réfléchir à une deuxième couronne autour de la ville de Rennes pour faire en sorte que les grands transports qui ne s'arrêtent pas à Rennes n'ont plus besoin de venir jusqu'à la rocade de Rennes. Et l'autre moyen, c'est de faire en sorte que les employés travaillant à Rennes et qui habitent en dehors de Rennes puissent avoir des incitations pour le télétravail et comme ça n'ont plus besoin de venir à Rennes pour travailler. Alors j'aimerais vous entendre, vous avez un peu anticipé la deuxième partie de cette première thématique qui concerne la tarification justement de ces transports en commun. J'aimerais vous entendre, vous avez répondu, donc vous cinq, Carole Gandon, vous préconisez quoi en termes de tarifs? Parce que c'est assez modulable selon vous? Alors, si je peux me permettre simplement une précision par rapport au point précédent, la question qui m'était posée concernait vraiment la problématique du métro, mais notre vision pour les transports dans la métropole rennaise ne se limite pas à cette proposition de faire sortir le métro de la Rocade. Nous souhaitons mettre en place une ligne de bus à 360 degrés à l'extérieur de la Rocade pour connecter les communes entre elles et éviter des déplacements contraints vers Rennes. L'installation de parking relais tout autour de ce parcours sera évidemment essentielle. Il y a un enjeu sur le vélo, ça a été dit, et je rejoins les propositions formulées, effectivement. Investir dans un réseau express vélo efficace et surtout sécuriser les pistes cyclables à Rennes, arrêter les discontinuités et sécuriser toutes les pistes cyclables à Rennes qui sont dangereuses. Voilà. Sur la question de la gratuité, oui, je vous réponds, Stéphane. Voilà, on est là aussi pour décrypter l'ensemble des programmes. Donc on va parler tarification et ensuite pistes cyclables. Donc tarification. Sur la tarification, un service public doit être financé. Il n'y a pas d'argent magique, donc ce qui n'est pas payé par le ticket est payé par l'impôt. Nous sommes opposés au principe d'une gratuité totale et inconditionnelle des transports en commun. On va avoir besoin effectivement de faire des investissements pour moderniser et développer notre réseau de transport, donc on va avoir besoin de recourir à la tarification. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'à Rennes, les transports en commun sont très chers comparativement à d'autres villes de taille équivalente. Les transports sont chers et en particulier pour les jeunes, et nous souhaitons diviser par deux le prix des abonnements pour les moins de 25 ans, pas se limiter aux étudiants, mais tous les jeunes de moins de 25 ans, effectivement, il faut faire un effort dans leur direction, ouvrir aussi la gratuité partielle pour les boursiers sur les premiers échelons qui, eux, n'ont pas accès à cette tarification sociale. C'est un enjeu de justice et d'égalité. Mathieu Teurier. Alors, il faut redire que ceux qui éprouvent le plus de difficultés aujourd'hui en termes de coût des déplacements, ce sont ceux qui vivent à 20 km de Rennes et qui travaillent à Rennes et qui tous les jours sont pour la plupart condamnés à prendre leur voiture. Il faut qu'on les regarde comme une partie de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a 100 voitures qui roulent, elles transportent 102 passagers à l'échelle de Rennes Métropole. Si demain, ces 100 voitures qui roulent, elles transportent 110, 120 passagers, on résout les problèmes de cogestion. Et donc nous, on propose de rémunérer le covoiturage. Ceux qui font le choix de laisser leur voiture pour favoriser le covoiturage sont rémunérés à hauteur du prix d'un ticket de bus, 1,50 € par trajet. Ça, c'est la première mesure. Après, on fait le constat, qui est partagé au niveau national, que Rennes, effectivement, reste une ville qui est chère pour la question des transports en commun, en particulier auprès des publics de moins de 25 ans et des étudiants. Nous voulons regarder si une gratuité totale des transports en commun est possible, et pour ça on organisera un jury citoyen qui sera en charge de l'examiner, et dès 2020 nous mettons en place la gratuité pour les moins de 25 ans. Charles Compagnon. Alors sur la gratuité, une étude raisonnable des coûts et des investissements nécessaires, puisque en cohérence avec ce que j'ai dit juste avant, on a quand même un plan Marshall à 1,3 milliard, donc la gratuité totale n'est pas retenue aujourd'hui. Par contre, on a effectivement une urgence climatique, donc on propose une gratuité totale sur tous les pics de pollution, puisque là il est urgent, enfin voilà, on respire, Mathieu Teurier le disait tout à l'heure, on a je crois 145 ou 148 jours d'air médiocre ou mauvais sur Rennes, donc il est évident que sur les pics de pollution, il faut renforcer l'attractivité des transports propres, du transport en commun. Nous avons aussi proposé un aménagement pour les moins de 25 ans avec un tarif préférentiel. Et sur les propositions de gratuité, nous avons fait aussi le constat qu'il y a déjà 30% des gens qui ont une tarification solidaire à Rennes. 30% des voyages.
Edora Lepape, vous êtes pour la gratuité des transports. Ça coûte 40 millions d'euros à l'année. Vous nous direz comment vous financez? Exactement. Et oui, ça coûte 47 millions. La billettique rapporte 47 millions pour un budget de Rennes Métropole de transport de 157 millions. On va commencer par là si vous voulez. Comment on finance? Nous, on propose 3 sources de financement. La première, c'est d'augmenter le versement transport de 2 à 2,5% pour les entreprises de plus de 11 salariés, ce qui nous permettrait de récupérer 27 millions. Sachant que c'est une mesure aussi en faveur des petites entreprises qui n'auraient plus à payer la moitié de l'abonnement transport de leurs salariés puisque ce sera gratuit. Ensuite, notre deuxième source de financement, ce serait de mettre en régie les parkings gérés actuellement par Citédia. Donc ce serait 6,5 millions. Et ensuite, quand on calcule, eh bien, il nous reste 13,5 millions, sachant qu'on enlève tout ce qui est coût de la billettique, de l'entretien des machines, etc. Et enfin, nous assumons, c'est un choix politique, car la gratuité, c'est du libre accès aux transports en commun, c'est également un apaisement de ces transports en commun. On n'est plus obligé de passer, par exemple, par la porte de devant, mais par les différentes portes, donc c'est plus tranquille au niveau des bus. Mais c'est aussi une formidable mesure du pouvoir d'achat. Actuellement, la voiture coûte cher, on a pu le voir avec le mouvement des Gilets jaunes, donc il faut vraiment des mesures incitatives pour que maximum de personnes utilisent les transports en commun. D'autres villes l'ont fait. Dunkerque, la fréquentation a bondi de plus de 85% des transports en commun. Donc c'est tout à fait possible à Rennes. C'est une mesure sociale et environnementale vraiment très importante pour mettre fin notamment à la pollution de l'air, moins de voitures, plus d'apaisement, plus de tranquillité dans notre ville. Et on peut monter jusqu'à 2,5 pour le versement transport sur la taxe. 2,5%, exactement. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est dans la loi. C'est plafonné à 2%. Plafonné à 2%. Non, c'est plafonné à 2,5%. Bon. Pour Paris uniquement, mais pour les autres villes, plafonné à 2%. Et nous sommes déjà à 2% du versement transport. Alors Nathalie Appéré, justement, sur cette gratuité, sur cet aspect vraiment mobilité, vous voyez comment les choses pour votre liste? J'entendais parler d'audace tout à l'heure. L'audace pour moi, c'est d'être sérieux, d'être crédible et d'être efficace. Je ne reviens pas, mais je le pense néanmoins, sur le fait que le métro à l'extérieur de la rocade est une hystérie écologique. Je pourrais aussi parler du RER métropolitain, parce que autant je suis favorable à ce qu'on puisse mieux utiliser le ferroviaire, mieux connecter le ferroviaire au métro, au trambus que je propose, autant un certain nombre d'études ont été faites qui montrent très clairement qu'il faut investir sur les heures de pointe pour gagner 5500 voyageurs par jour. Par comparaison, le métro, c'est 100 000 voyages par jour. Donc ça permet de voir à quel point ce type de proposition n'est pas crédible, n'est pas finançable. Sur la gratuité aussi, il faut être crédible. Les chiffres, quels sont-ils? C'est 65 millions. En réalité, le coût de la gratuité, parce que aux recettes tarifaires, il faut ajouter la TVA, il faut ajouter les conséquences en matière d'offres, et comme je l'ai dit, le versement transport, il est déjà plafonné. Alors, on se retrouve sur le site internet de Rennes Métropole. Oui, c'est la recette tarifaire. C'est la recette tarifaire desquelles vous n'avez pas ajouté la TVA. Mais peu importe. Moi, je propose une révolution des transports. Je l'ai évoqué en matière d'offres. C'est aussi le cas pour la tarification. Effectivement, aujourd'hui, un tiers des usagers des transports ont soit la gratuité sociale, soit une tarification solidaire. Mais il faut aller plus loin. Je ne crois pas à la gratuité totale parce qu'il nous faut continuer à investir et on est dans une situation très différente d'une ville moyenne comme Dunkerque. Par contre, je propose à la fois une gratuité pour les moins de 12 ans parce que beaucoup de familles témoignent de ces difficultés et de la nécessité de pouvoir davantage prendre les transports pour les plus petits, et je propose une baisse importante, significative de l'ensemble des abonnements transport, et singulièrement pour les moins de 25 ans. C'est une mesure que j'estime à 1,1 million pour la gratuité des moins de 12 ans, et un effort tarifaire sur l'ensemble des tarifs, singulièrement pour les plus jeunes qui ont parfois, souvent, du mal à boucler les fins de mois, à hauteur de 10 millions. Oriane. On va passer à la troisième partie. Vous avez déjà répondu, Aymeric Salmon, sur la question du tarif. Un petit mot alors rapidement. Oui, rapidement, parce que moi je me mets en opposition avec Madame Lepape.
moi, je vais proposer justement exactement l'inverse. Quand je parlais d'inciter les entreprises à mettre en place du télétravail, cela peut se faire justement avec une réduction du versement transport. Et on voit tout de suite les problématiques d'idéologie. Et je voulais juste ajouter ce point-là. Je vous remercie. On est pratiquement à 30 minutes de débat déjà. Oui, dernière thématique. On va terminer par la dernière thématique de cette partie transport et mobilité, la place du vélo. Quelle doit être pour vous la place du vélo dans la ville de Rennes? On va commencer par vous, Mathieu Teurier. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mode de déplacement qui a été longtemps négligé, malheureusement, parce qu'il est extrêmement efficace sur du déplacement, encore une fois, en milieu urbain dense, mais aussi avec le développement des assistances électriques à l'échelle d'une métropole comme la nôtre. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à l'échelle de la ville de Rennes sur le mandat qui vient de s'écouler, et on commence à en voir les résultats, puisque la fréquentation et l'utilisation du vélo augmentent de manière forte, et je ne peux que m'en féliciter. L'enjeu, c'est de changer d'échelle, de démultiplier les choses et de construire des aménagements qui soient sécurisés, avec un plan notamment sur la sécurisation des carrefours, parce que malheureusement on a eu encore un accident dramatique il y a quelques mois de ça. Développer un réseau express vélo, et moi mon rêve c'est que dans quelques années, d'ici 2024-2025, tous les enfants de cette ville puissent se rendre à l'école à vélo en toute sécurité. Donc plus de voitures dans le centre-ville? On est favorable à une extension du plateau piétonnier en centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Par contre, il est évident que ces extensions, elles se font toujours avec la possibilité d'un accès pour les riverains, pour l'ensemble des véhicules qui en ont besoin. Mais il est évident aujourd'hui, et ce sera le point qui viendra ensuite, mais que si on veut faire la ville écologique végétalisée, ça se prendra notamment sur la place qui est occupée aujourd'hui par la voiture. Il va falloir faire des choix, parce qu'on ne pourra pas faire et le vélo et les transports en commun et continuer à laisser la place que la voiture a aujourd'hui. Et vous parlez de 100 km de réseau express vélo pour 2024. Carole Gandon, sur cette place du vélo dans la ville. Oui, j'en parlais tout à l'heure, il est essentiel dans un premier temps et urgent de sécuriser les pistes cyclables existantes dans la ville. Vous avez parlé, Monsieur Teurier, de l'accident tragique qui a eu lieu effectivement dans le quartier de Maurepas, avenue de Rochester. Ça fait plus d'un mois, me semble-t-il. Je suis retournée dans le quartier l'autre jour. Le carrefour dangereux est toujours là. La surélévation qui est dangereuse et qui a créé cette situation dramatique est toujours là. Il n'y a eu aucune intervention de la voirie. Judiciaire en cours. Ah, bon, très bien. Pour autant, un certain nombre de carrefours dangereux ont été signalés par des associations qui font un travail de promotion du vélo. Et d'ailleurs, ce carrefour avait été identifié comme un point noir sur la carte à Rennes et rien n'a été fait. Donc, il y a effectivement un plan très urgent de sécurisation des pistes cyclables et ça passe pour moi par un marquage d'une bande d'une couleur différente sur la voirie qui permettrait à la fois aux piétons, permettez-moi que je termine s'il vous plaît, permettez-moi de terminer, qui permettrait aux piétons comme aux vélos comme aux voitures d'identifier extrêmement facilement les espaces où les vélos sont autorisés à rouler. Ça c'est un premier sujet. Effectivement, il y a des investissements à faire derrière pour avoir de vraies pistes cyclables, pas des simples bandes cyclables sécurisées. Donc c'est 150 km à l'échelle de la métropole avec un investissement effectivement conséquent. Il faut aussi généraliser les stationnements vélos aux abords des écoles notamment. On a aujourd'hui un manque criant de ce point de vue. Donc faciliter, rendre la ville plus agréable et plus sécurisée pour les cyclistes. On peut aussi réfléchir, nous on souhaiterait réfléchir au tracé de vélorue dans le centre-ville. Il y a 1 ou 2 axes qui s'y prêtent très bien. Donc nous, on n'est pas forcément pour une piétonisation totale des axes dans le centre-ville, mais par contre, travailler sur des projets de vélorue où peuvent cohabiter harmonieusement les piétons et les vélos. Charles Compagnon, vous êtes un petit peu en retard dans les temps de parole. Sur le vélo, vous proposez, vous, 150 km de pistes cyclables supplémentaires. Tout à fait. Et avant tout, il faut réconcilier les usages et les usagers. Aujourd'hui, à Rennes, c'est devenu la foire d'empoigne entre vélos, voitures et piétons. Donc déjà, dans la philosophie de ce qu'on va proposer, c'est que les gens puissent partager l'espace. Je vais prendre 2 exemples. La dernière piste cyclable qui nous a été beaucoup rapportée, c'est la piste cyclable de la Duchesse Anne. Je crois qu'à 2 ou 3 points, les vélos croisent des voitures qui montent des trottoirs. Il y a eu un accident, un professeur d'un lycée qui s'est fait renverser, une clavicule. On ne réconcilie pas les usages et les usagers. Le vélo, s'il est important, il doit être considéré comme un vrai mode de transport. Donc, on lui donne la place qu'il mérite, mais pas au détriment des piétons ou pas au détriment d'autres circulations. L'autre exemple qui m'a fait effectivement m'engager aussi, c'est l'aménagement du boulevard de Chézy. Il y avait autre chose à faire pour la réconciliation et je pense qu'on doit mettre du vélo en site propre, mais on doit libérer la voiture quand elle doit partir de Rennes pour qu'elle parte le plus vite possible.
Voilà, réconcilier les usages, les usagers et pas les opposer. Et Nora Le Pape, pardon. Non, non, donc ça veut dire que la place du vélo ne doit pas se faire au détriment de la place de la voiture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être idéologue, il faut être pragmatique. C'est-à-dire que quand on peut avoir les deux et que les voitures, c'est une ineptie de bloquer des voitures qui quittent la ville. Et les bloquer en rentrant, ça c'est intelligent. C'est intelligent, on aura du tramway, il n'y aura plus besoin. Mais des voitures qui veulent quitter la ville, je veux dire, aujourd'hui, expérientiellement parlant, quand on fait un footing sur le boulevard Chézy, aujourd'hui c'est irrespirable. Il y a 5 ans, on respirait bien. Rapidement, vous souhaitez lui répondre? C'est juste pour dire, si Rennes a pris du retard sur la politique cyclable, c'est parce qu'au début des années 2000, il y a un choix qui a été fait, qui a été de dire on ne fait pas d'aménagement spécifique pour les vélos, on met de la peinture verte partout et on fait rouler les vélos avec les voitures, et plus il y aura de vélos, moins il y aura de voitures. Le résultat, c'est qu'en fait, quand les vélos ils roulent avec les voitures, ils ne viennent pas rouler. Voilà. Et que si vous voulez du vélo demain, il faudra des aménagements spécifiques dédiés au vélo avec des marquages blancs, bien visibles, qui ressemblent à ceux des autres modes de déplacement. Il faudra faire des choix. Encore une fois, la place de la voiture aujourd'hui doit réduire un peu pour laisser beaucoup plus de place au vélo. Et Nora Le Pape sur la place du vélo, la place de la voiture. Oui, je pense qu'en effet, il faut réduire de toute façon le nombre de voitures à Rennes. Et c'est pour ça que nous proposions la gratuité. Par rapport à tout ce qu'on annonce comme financement, etc., nous, on avait dit 40 millions, 60 millions, mais on n'est pas à des milliards. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de se dire que la gratuité, ce sera accessible pour toutes et tous. Alors le vélo, voilà. Sur le vélo. Au niveau du vélo... c'est gratuit le vélo. Oui. Au niveau du vélo, il y a vraiment énormément de choses à faire au niveau de la sécurisation des parcours vélo. Il y a certaines pistes cyclables, mais quand on arrive à un carrefour, on ne sait pas comment le franchir. On ne sait pas s'il faut se transformer en piéton, etc. Il y a dans les pays du Nord notamment, des moyens de comment on fait des carrefours pour que ce soit plus sécurisé pour les mobilités douces, pour les vélos. Il y a des exemples possibles et on est très en retard en France, et Rennes ne fait pas exception. En ce qui concerne les parcours vélos, il y a énormément aussi d'inepties, comme par exemple des rues à sens unique où on se croise directement avec les vélos, on ne peut pas avec les voitures, donc c'est très dangereux également. Et tous ces points noirs où différents modes de mobilité cohabitent. Et non, il faut vraiment penser à sécuriser les parcours vélos. Et on ne peut pas toujours, qu'on utilise le trottoir pour les vélos. C'est aussi très dangereux avec les piétons. Alors Nathalie Appéré, sur la place du vélo, pour vous et pour votre liste, renforcement de cette place du vélo avec, dans le cœur de la métropole, 100 km. Oui, oui et oui. Rennes, 4e ville cyclable de France. On avance, on progresse, mais on n'y est pas encore et il faut faire plus. Et ça passe par des choses extrêmement simples, à la fois la réalisation d'un réseau express vélo, 100 km, des pistes bidirectionnelles, parfaitement sécurisées, qui permettent de se déplacer rapidement en vélo et d'offrir de vraies alternatives au déplacement en voiture. Ensuite, 500 km de pistes à l'échelle de la métropole, et puis la sécurisation des points noirs, parce que c'est vrai qu'il en existe sur le franchissement des carrefours, et moi je m'engage à ce que sur 3 ans, on ait résorbé l'intégralité de ces points noirs. Et puis un certain nombre de services aussi pour les vélos, en soutien aux associations, mais des services municipaux ou métropolitains. Je pense aux parkings sécurisés pour les vélos gratuits. Je pense aussi à la mise à disposition de vélos en libre service, parce que ça marche très bien. Il y en a aujourd'hui 1800 qui sont mis à disposition des métropolitains. Nous pouvons faire mieux. Alors on va, après 38 minutes de débat, peut-être demander à Monsieur Salmon si vous avez énormément de retard par rapport aux 5 autres débatteurs. Oui, moi je voudrais dire, je crois que nous étions tous présents ou représentés à l'Assemblée Générale de l'association Rayon d'Action, donc on a tous entendu leurs propositions, et je crois que Monsieur Teurier se trompe un petit peu sur 2 points qu'ils ont présentés. L'association avait clairement précisé qu'elle était contre le tout piétonnier et qu'elle voyait d'une mauvaise solution les plateaux piétonniers, car elle voulait justement un mixte bien travaillé, bien étudié avec elle sur la présence piéton, vélo, voiture, mais qu'elle était opposée au tout piétonnier. Et elle avait également présenté dans ses présentations des routes
entièrement bitumé de couleurs différentes. Donc moi je voulais proposer également la mise en place d'une couleur distinctive, comme c'était le cas, comme vous l'avez dit, il y a quelques années à Rennes, où toutes les pistes étaient en verte, et bien évidemment en essayant de favoriser le fait que les vélos soient séparés de la route et de l'usage de la voiture, mais il y a forcément des croisements, des moments où les différents modes de transport se croisent. Monsieur Compagnon a parlé de la rue de la Duchesse Anne. Moi je suis passé très récemment encore place de Bretagne, où un piéton croise 3 fois, je crois, la piste cyclable, et c'est extrêmement dangereux. Et donc je pense qu'il faut avoir un marqueur quand même de couleur à la peinture, là où c'est obligatoire. On va pas décider de la couleur de la... Non, on va pas décider. Non, mais c'était en vert il y a quelques années. Je pense qu'on peut conserver cette couleur. Ça fera plaisir à Monsieur Torier. Nous allons passer à la deuxième thématique de ce débat. Vincent Jarnigon, vous nous avez dit en tout début, la ville, elle pousse pour les mobilités et elle pousse également pour le logement. Effectivement, elle pousse pour le logement. En gros, c'est 2000 habitants par an. 2000 nouveaux habitants par an à Rennes, donc il faut loger tous ces gens-là. Et également, on a vu, les notaires ont donné les chiffres de l'immobilier à Rennes. Rennes est une ville chère, elle est passée à la 6e place. Donc j'ai 2 questions. En fait, la première, c'est comment on accueille 2000 habitants par an? Est-ce qu'on fait des tours? Est-ce qu'on fait du pavillonnaire? Et deuxième question, pourquoi Rennes est arrivée 6e au classement des villes les plus chères de France? Oui, c'est vrai, je dis pas qui cause. Mathieu Torier, vous avez été le premier à prendre le micro, donc. Je crois que les Rennaises et les Rennais nous interpellent beaucoup sur le rythme de transformation de notre ville, qui a été extrêmement intense ces dernières années. Et je crois qu'il y a une rupture aujourd'hui dans le récit urbain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Rennaises et de Rennais qui ne voient plus quel va être l'avenir de leur ville, vers où est-ce que l'on va. Pourquoi? Parce qu'on s'était engagé à produire 1500 à 1800 logements chaque année, et il y a eu des années où on était à des niveaux à 2500 logements. Et moi je pense, avec notre liste, qu'il y a une nécessité aujourd'hui de ralentir le rythme de transformation de la ville pour reprendre le temps de construire le projet et l'avenir de notre ville avec ses habitants. Et nous voulons définir une méthode de co-construction avec les habitants de l'ensemble des projets d'aménagement et des projets immobiliers pour faire la ville avec et pour eux. Et sur le prix de l'immobilier? Sur le prix de l'immobilier, il y a à la fois ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire il faut continuer à produire du logement. Aujourd'hui, ce que nous avons voté, c'était il y a quelques années maintenant, c'était justement un rythme de 1500 à 1800 logements par année. Donc nous, on s'en tient à ce rythme-là. Mais il y a d'autres outils. Il faut mettre en place des outils de régulation. Il y en a qui sont en train de se développer, qu'il va nous falloir amplifier. Je pense à l'Office foncier solidaire, par exemple, qui nous permet une maîtrise des terrains, une maîtrise foncière pour limiter la spéculation immobilière et permettre à des ménages modestes d'accéder à du logement à moindre coût. Ce sont des très bons outils qu'il va nous falloir amplifier dans les prochaines années. Et puis, nous voudrions pouvoir demander à expérimenter le plafonnement des loyers sur notre ville, parce qu'on fait le constat que le marché est en train de se tendre. Et donc, il y a à la fois la nécessité à produire des logements, mais aussi à inventer des outils de régulation du marché. Carole Grandon. Oui, du coup, on sent bien que vous êtes dans une position un petit peu compliquée, Mathieu Torier, puisque vous faites partie de la majorité sortante qui a lancé tous ces chantiers, ces 6 années de chantiers permanents dans la ville, avec des grues à perte de vue. Et effectivement, la sensation pour les habitants d'un urbanisme non concerté, d'un urbanisme brutal. On le voit aujourd'hui, la multiplication des collectifs de riverains qui se manifestent, qui vous interpellent en conseil municipal sur les choix qui sont opérés avec des constructions qui viennent bouleverser la physionomie de leur quartier est vraiment révélatrice du vrai problème de méthode qui est à l'œuvre aujourd'hui. Nous, ce qu'on propose, c'est de transformer radicalement notre façon de travailler. Effectivement, il y a un sujet sur l'emballement de la construction, et c'est une réponse que vous apportez effectivement à l'attractivité de la ville, et on peut s'en réjouir, mais construire et construire et construire n'est pas l'intégralité de la solution. Il faut penser plus global. Quand on vient installer des logements dans un quartier, il faut s'assurer qu'on a le niveau de service suffisant pour les habitants, des commerces, du stationnement,
des places en crèche. Il faut séquencer les choses. Sinon, on arrive à la surchauffe et les gens ne vivent pas en intelligence, selon votre slogan. Donc, il faut séquencer les choses. Il faut réfléchir aux formes urbaines. Effectivement, la hauteur a été un petit peu érigée comme un dogme ici à Rennes, comme un marqueur de la modernité et de la réussite de la ville. Je crois qu'on peut densifier sans nécessairement partir sur de la hauteur. Dans certains quartiers, ça peut se justifier, mais quand on vient installer une tour dans un quartier où on a des bâtiments maximum de 4 ou 5 étages, eh bien non, ce n'est pas acceptable pour les habitants et ils ont raison de l'exprimer. Alors Charles Compagnon, vous dites qu'il faut savoir réexploiter le champ des possibles. Selon vous, ça se matérialise de quelle manière? Déjà deux choses. Par rapport à ce qu'a dit Mathieu Teurier, effectivement, on fait le même constat, ce qui prouve que la liste libre d'agir pour Rennes n'est pas une liste dogmatique, mais une liste pragmatique. Effectivement, au niveau de la construction, et je vais répondre à votre question Stéphane, c'est construire moins vite, faire une pause, c'est évident, c'était dit. Construire mieux au niveau architectural et environnemental. Construire pour tous et construire avec tous. Parce que ce qu'on voit fleurir en dehors des tours, en ce moment, c'est surtout des collectifs, c'est-à-dire des habitants qui s'inquiètent. Des habitants qui disent oui, mais alors, je vais avoir une tour à côté. Et je pense à cette dame qui m'a interpellé à Maurepas, avenue Rochester, qui disait bah voilà, monsieur, vous pouvez constater, je suis au premier étage, j'ai mon balcon, et maintenant j'ai un immeuble bleu noir en face de chez moi, et j'ai plus de soleil l'hiver. Donc voilà, construire avec tous. Les Rennais sont inquiets, il faut faire une pause, il faut le temps de regarder. Après, la densification, je vais répondre à votre question. La densification, le champ des possibles, ça veut dire aussi qu'on a aujourd'hui des terres qui sont disponibles à la construction. On a fait d'autres choix. Je me suis opposé en tant que président du CA Rennais à Open Sky parce que si on a une réserve foncière, juste pour rappeler, c'était un centre commercial. On nous annonce un nouveau centre commercial à la Barre Thomas. C'est-à-dire qu'il y a des réserves foncières aujourd'hui qui vont être dédiées au commercial. Qui annonce le centre commercial à la Barre Thomas? C'est en construction, c'est annoncé, des promoteurs le disent. Donc voilà, on nous annonce un centre commercial à Barre Thomas. En tout cas, des espaces commerciaux, plus précisément des espaces commerciaux à Barre Thomas. Mais Open Sky, c'était annoncé, il y avait le promoteur était là. Ça veut dire qu'on a des espaces de construction. Voilà, on nous dit qu'il ne faut pas prendre sur les terres agricoles. Tout le monde dit qu'on a un équilibre commercial à Rennes qui est super. Eh bien, à ce moment-là, réexploitons ces choses-là pour refaire de l'habitat mixte, de l'artisanat, de l'habitat. Voilà, réexploiter le champ des possibles. Simplement, juste un mot sur l'équilibre commercial qui est super à Rennes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Compagnon. Quand vous allez dans les quartiers, vous avez un déficit d'offres de commerce de proximité. Vous êtes en principe plutôt bien placé pour le savoir. Il y a au contraire la nécessité de ramener du commerce dans certains quartiers où on a des centres commerciaux vétustes, des commerces qui ferment. Donc là-dessus, moi, je m'inscris en opposition avec ce constat. Il y a besoin de rééquilibrer l'offre commerciale sur l'ensemble des quartiers. Et effectivement, il faut le faire en concertation avec les habitants. Nathalie Appéré, on a envie d'entendre votre réponse. Charles Compagnon parle de l'inquiétude des Rennais. Carole Gandon pointait un problème de méthode de la part de la mairie. Qu'est-ce que vous dites? Alors, j'entends parler d'emballement. De quoi parle-t-on en réalité? Sur les 10 dernières années, Rennes a connu une croissance moyenne de sa population, après avoir longtemps perdu des habitants, entre plus 0,5 et plus 1%. Ce beaucoup moins que les territoires qui nous entourent. Donc nous sommes sur un développement qui est aujourd'hui maîtrisé. Mais moi j'assume qu'il faut effectivement continuer à construire. Parce que si on arrête de construire, eh bien on exclut. Et les personnes les plus modestes, les classes moyennes ne peuvent plus se loger dans la ville. Donc moi je considère qu'il faut construire. Il faut construire effectivement entre 1500 et 1800 logements par an. Le prix des loyers s'est stabilisé. Le prix de la vente, lui, a effectivement augmenté. Mais quel serait-il si on n'avait pas continué à construire? Et si sur 100 logements construits à Rennes, 60 n'étaient pas régulés? Aujourd'hui, quand on construit 100 logements, il y en a 25 en locatif social, logement HLM. Il y en a 15 en accession sociale. Et avec l'Office foncier solidaire qu'évoquait Mathieu Teurier, on progresse sur cette dimension-là pour que les personnes modestes puissent accéder à la propriété. Et il y en a 20 qui sont régulés. Donc le marché ne représente que 40%, le libre, que 40% de cette offre. Donc oui, il faut continuer à construire de manière raisonnable. La hauteur, c'est pas un dogme. En tout cas, c'en est pas un pour moi. Et sur les 1500 logements qui sont construits, il y a moins de 10% d'entre eux qui le sont dans des immeubles de plus de 10 étages. Mais à un moment, si on veut à la fois
avoir des espaces verts de proximité, préserver les terres agricoles, il faut accepter certaines densités. Et puis par ailleurs, il y a un seul projet d'IGH à Rennes, c'est la tour Samsic sur le quartier Euro-Rennes. Et les mêmes qui me demandent un moratoire sont ceux qui me reprocheront d'avoir laissé filer les emplois à Paris. Donc oui, il faut continuer à construire. Il faut faire en sorte que cet urbanisme dense soit le plus consensuel possible. On a mis en place Rennes 2030, une démarche qui a permis d'associer largement les Rennais sur les principes d'urbanisation. Je vois pour autant qu'on n'a effectivement pas tout réussi. Et qu'il faut, c'est l'engagement que j'ai pris, mettre en place des processus de concertation qui soient peut-être plus systématiques. Ils le sont sur nos zones publiques, nos zones d'aménagement concerté, moins sur les opérations des promoteurs. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que cette densité puisse être la plus acceptée possible et puisse en tout cas être une opportunité pour la qualité de vie, parce que c'est aussi l'occasion de développer des espaces verts, l'occasion de développer des services publics de proximité. Si vous avez bien écouté, une ville solidaire est une ville qui sait accueillir. Et Nora Le Pape, vous êtes, vous, sur la politique des 3 R. Rénover, reconstruire, réquisitionner. Alors sur le réquisitionner, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment ça marche. Alors d'abord... Et la méthodologie, oui. D'abord, pour répondre à tout ce qui est dit, Madame Appéré, on a bien dit que c'était la 6e ville la plus chère de France, que les prix de l'immobilier et des loyers ont augmenté de plus de 7% en un an. L'exécutif actuel ne contrôle plus les prix du foncier depuis 2-3 ans. Vous en faites partie de l'exécutif actuel? Non, pas du tout. Non, nous sommes dans l'opposition, monsieur. Vous avez été élu grâce à oui, mais Madame on est au Appéré. conseil municipal, mais on n'est pas dans la majorité. Il faut vous renseigner. Donc en ce qui concerne, donc, oui, accueillir, mais ne pas seulement attirer. Actuellement, il y a une politique d'attirer de plus en plus d'habitants sur la métropole. L'objectif est d'en faire une mégalopole, une grande ville. C'est dans le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est l'objectif. Une métropole de plus de 500 000 habitants. C'est l'objectif. Donc ne dites pas qu'on va faire une pause, etc. Ce n'est pas vrai. C'est pas un objectif, c'est un constat. Ensuite, c'est de la démographie. Vous avez dit non, c'est pas. Il y a aussi toute une politique qui s'appelle passer à l'ouest pour que de nombreuses. Et si les gens veulent venir à Rennes s'installer, comment vous les accueillez? On en parlera tout à l'heure. C'est l'attractivité aussi d'une région, oui, d'un territoire. Oui. Donc moi je suis d'accord pour accueillir. Il faut accueillir dignement. On ne peut pas attirer, construire à tout va et ne pas prévoir les services nécessaires, que ce soit au niveau des écoles, des gymnases, de la circulation. Pour revenir sur la politique des 3 R, en fait, c'est une alternative, c'est une 3e voie. Car on nous dit qu'on construit soit à l'horizontale, et du coup, on grignote des terres agricoles ou naturelles. Ce qui est prévu actuellement dans le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est une urbanisation de plus de 2000 hectares, ce qui correspond à la surface de la ville de Saint-Gilles, de plus de 2700 terrains de football. Ou alors, on construit à la verticale avec des tours de plus en plus hautes, où, Madame Appéré, vous avez bien dit que la tour Samsic était un modèle pour Rennes. Donc c'est là où vraiment ça nous fait peur. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'est la politique des 3 R? C'est d'utiliser des bâtiments, de nombreux bâtiments qui sont inutilisés, des friches, des dents creuses, à l'instar par exemple de l'ancienne prison Jacques Cartier, qui est 1,3 hectares qui sont inutilisés depuis 10 ans. Il paraît que ça coûte très cher plus, pour désamianter la et prison. en plus, ce que nous voulons, monsieur, c'est réparer la ville et non pas la défigurer. Et notamment aussi mettre donc le paquet aussi sur réorienter la politique urbanisme de la construction vers de l'éco-construction, utiliser du matériel écologique avec notamment la mise en place d'un pôle d'excellence de l'éco-construction. Et sur la réquisition, comment on réquisitionne? Parce qu'il n'y a que l'État peut réquisitionner. La maire ne peut pas réquisitionner. Comment on réquisitionne? Il y a des bâtiments publics actuellement qui ne sont pas utilisés. On peut les réutiliser pour... c'est des associations qui nous disent qu'il y a énormément de bâtiments publics et que vous n'avez pas... Après, il y a les cinémas, le cinéma Gaumont, par exemple. Enfin, il y a des bâtiments, il y a des dents creuses. Les cinémas Gaumont. Parlez bien dans votre micro, s'il vous plaît, Nora Le Pape. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bâtiments qui sont inutilisés actuellement et qu'il faut pouvoir les réhabiliter
pour refaire de l'urbanisme. Il faut réparer la ville. C'est ce que nous disent de nombreux architectes actuellement. C'est une hérésie financière et écologique de seulement construire. Éric Salmon, vous avez beaucoup de retard. Oui, alors moi, je voudrais dire à Madame Gondon que si beaucoup de commerces quittent les quartiers que vous avez cités, c'est probablement à cause d'un sujet dont on va parler juste après, l'insécurité qui menace et qui est permanente à Rennes. Sur les problèmes de logement et de construction, encore une fois, mes 5 concurrents font les mêmes diagnostics et les mêmes conclusions que sur le transport. Et moi, j'aurais un diagnostic peut-être identique, mais des solutions totalement différentes. C'est-à-dire que, encore une fois, vous allez faire en sorte de toujours plus construire dans Rennes. Je pense qu'il faut aujourd'hui, et alors je suis bien d'accord, c'est pas à l'échelle du maire qu'il faut prendre ces mesures, mais il faut permettre à ceux qui le souhaitent, je l'ai déjà dit dans différents médias, vivre, travailler, consommer en dehors de Rennes aussi. Et bien vivre à Rennes, c'est peut-être aussi permettre à ceux qui le souhaitent de vivre en dehors de Rennes et oui, vous souriez, mais oui. Par exemple, l'État pourrait mettre en place des zones franches de la ruralité. C'est pas vivre en dehors de Rennes, pardon. Mais si, pour les Rennais, pour faire en sorte que pour certains Rennais, des gens choisissent, je n'ai obligé personne, mais bien évidemment choisissent de vivre en dehors de Rennes. Aujourd'hui, certains ne peuvent même plus parce qu'il n'y a plus de services publics dans la ruralité, donc ils ne peuvent plus vivre dans la ruralité. Et donc il faut permettre à ces habitants, quand ils souhaitent, comme on a parlé tout à l'heure de la campagne passée à l'ouest, venir en Bretagne, il ne faut pas que tous viennent à Rennes, sinon effectivement Rennes va devenir un chantier à terre ouverte permanent, et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Sur le logement et sur l'urbanisme, on peut aussi parler de la végétalisation de la ville de Rennes. Beaucoup ont critiqué Madame Perret, et je pense que c'est la moindre des choses de la critiquer sur ce sujet-là. Et oui, parce que vous avez quand même transformé la ville en 6 ans en une zone de granit permanent, et donc il y a quelques idées à mettre en place. Moi, je pense qu'il y a 50% d'espace naturel, 1000 hectares de parcs publics. Oui, mais comme ça l'a été dit lors d'une émission radio que tout le monde a entendu, les espaces verts sont très localisés, les gailleuls qui, à eux seuls, prennent une grande part et donc font disparaître la proportion 90% des Rennais à moins de 5 minutes à pied d'un espace vert de proximité. Oui, mais on peut encore développer. Et moi, je pense, par exemple, oui, on peut toujours. Et oui, et on le fera. On le fera. Et moi, je pensais, par exemple, aux grandes dalles dans les quartiers. Par exemple, il faut aussi amener de la verdure dans les quartiers. Je pense à la dalle Kennedy, à la dalle du Gros Chêne. Et je pense et même à la dalle du Colombier en plein centre-ville que l'on peut transformer en zone plus végétale. Alors, si on pouvait, mais vraiment 30 secondes chacun, parce que là, on parle d'une donne très importante, la végétalisation, la place des arbres, entre ceux qui souhaitent planter un arbre à chaque naissance, 30 000 arbres, Nathalie Appéré, je crois, votre volonté durant la prochaine mandature. Mathieu Torier aussi, vous avez une idée sur cette place de la verdure dans la ville? Charles Compagnon qui souhaite mettre un parc Espace de Gaulle, faut qu'on côté du cinéma. revienne à... 30 secondes. 30 secondes. Il faut qu'on revienne quand même à l'origine de la question. Aujourd'hui, effectivement, on a une évolution démographique qui est assez rapide et qui nous emmène vers 500 000 habitants à moyen terme. Mais ça, ce sont des choses qui ont été construites, provoquées. Au début, au début des années 2010, il y a un choix qui a été fait par les élus du territoire, par les élus régionaux, de concentrer les activités économiques, les activités de services et d'avoir des politiques d'attractivité des populations sur les grands pôles urbains. C'est un choix politique qui a été fait et dont on voit les conséquences aujourd'hui qu'il nous faut assumer, mais en même temps, il y a un choix de long terme à faire qui est de préparer notre territoire, encore une fois, de l'adapter au dérèglement climatique qui est en cours, que nous subissons déjà au quotidien. Il faut qu'on revoie le choix qui a été fait pour un meilleur aménagement du territoire à l'échelle de la Bretagne, pour une meilleure répartition des activités économiques à l'échelle de la Bretagne, pour une meilleure répartition des populations à l'échelle de la Bretagne, pour prendre le temps d'un développement maîtrisé, équilibré, construit avec et pour les habitants. Alors, juste un petit mot, nombre d'arbres plantés pour vous chaque année, 5000? C'est pas un concours, mais... Non, oui, non mais pour savoir, on est là pour objectif, décrypter, mieux connaître vos programmes. La végétalisation, c'est un outil d'adaptation au changement climatique, c'est un outil de protection de la nature et c'est une demande aussi en matière de qualité de vie. On a besoin de retrouver des villes qui font toute leur place à la nature. On est sur un objectif d'un arbre par habitant d'ici une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a 130 000 arbres sur la ville de Rennes, mais il faut qu'on accélère. Mais là aussi, il faudra faire des choix, puisque aujourd'hui, 50% de la superficie d'une ville comme la nôtre est occupée
par la voiture. Et donc il faudra bien qu'on réduise cette place-là pour faire une place très large à la végétalisation. Voilà, on va garder le tempo. Rennes accélère. Carole Gandon, sur la place du verre, de l'arbre. Oui. Une mesure, 20 secondes. Alors, effectivement, il faut végétaliser les petites places, les axes de circulation, les trottoirs, les frontons des façades des bâtiments. On peut mettre effectivement du verre partout, de plus en plus et dans beaucoup d'endroits. Effectivement, vous évoquez souvent le chiffre de l'emprise à l'échelle de la ville qui est prise par le végétal, mais vous citez des grands espaces verts et nous vous parlons d'aménagements contemporains très récents que vous avez fait sous votre mandat, qui sont très minéralisés. Vous regardez aujourd'hui sur la place Jacques-Cartier, il y a des équipements urbains qui sont installés. On ne sait pas très bien si c'est du mobilier urbain ou une œuvre. C'est extrêmement minéral, extrêmement froid. Et il faut mettre des arbres, des jardins, des fontaines. C'est ça qu'attendent les habitants. Et par rapport à ce que vous disiez sur le développement, juste en un mot quand même, vous êtes extrêmement satisfaite de votre bilan. Vous annoncez un développement maîtrisé de la ville, mais vous n'écoutez pas les habitants, Nathalie Perret. Vous n'êtes pas au contact des gens pour penser que vous répondez à leurs attentes et à leurs inquiétudes. Il faut vraiment enlever vos œillères et aller dans les quartiers, aller rencontrer les gens et les écouter. Oui, mais là, on en était vraiment sur les la arbres. mesure phare verte. Charles Compagnon. Sur les arbres. Alors, tout est dans tout. C'est-à-dire que quand on construit effectivement sur tous les boulevards de Rennes, on densifie et on construit des couloirs de chaleur et on monte de chaque côté, effectivement, tous les experts disent c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc là aussi, il faut libérer l'air et ne pas construire comme ça sur les couloirs dans tous les grands boulevards. Alors sur la place de la Nature, j'étais à Rennes au mois de juillet. Quand il a fait 40,1 degrés. Et effectivement, l'urgence, elle est là. Il y a des entreprises qui ont dû fermer parce que les conditions de travail, on ne pouvait plus vivre au centre-ville de Rennes, au cœur de la ville. Donc, et dans les quartiers, c'est exactement pareil. Donc, on propose effectivement, en termes de végétalisation, on va dire, il y en a plusieurs, mais il y a 3 grandes mesures phares. La première, c'est la création d'un parc Esplanade du Général de Gaulle. Et on l'assume. C'est ça aussi, Rennes qui retrouve l'audace. L'Esplanade de Gaulle, elle a une utilité aujourd'hui. Il y a plus de 130 manifestations. Oui. Et il y a un parking dessous. Oui. Eh bien, le parking. On peut planter des arbres au-dessus d'un parking. Le parking a été j'ai pas dit que j'avais planté des arbres Esplanade du Général de Gaulle. J'ai dit que j'allais végétaliser toute l'esplanade et tout le tour avec des parcs. Aujourd'hui, le parking a été prévu pour la fête foraine. Donc, il peut supporter, on a déjà fait les études, une végétalisation. 2. Et où mettons la fête foraine ? Eh bien, où mettons la fête foraine ? Où est-ce que vous mettez la foire du trône, monsieur Salmon ? Non, mais je vous pose la question. Vous la mettez où, la foire du trône ? Je vais vous expliquer, parce qu'on regarde ailleurs, on va un petit peu voir. Et là, on voit que la foire du trône, elle est sur la pelouse de Reuilly. Ça pose aucun problème. Une fête foraine est complètement compatible avec une pelouse. Il n'y a aucun souci. Vous avez prévenu les forains. Vous voulez éloigner du centre-ville de Rennes. Vous voulez éloigner la fête foraine du centre-ville de Rennes. Non, je vous m'avez pas compris, vous écoutez pas. Je vous ai dit. Vous avez parlé des prairies. Je vous ai dit, si je fais une pelouse Esplanade du Général de Gaulle avec un grand parc autour qui va embrasser jusqu'à la gare pour amener les gens sur un espace de verdure et un espace de respiration, on pourra garder la fête foraine Esplanade du Général de Gaulle. Il n'y a aucun souci. Nathalie Perret. 30 000 arbres, vous l'avez souligné, mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing pour effectivement laisser penser qu'on peut planter des arbres sur l'esplanade Générale de Gaulle et déplacer la fête foraine. Je vous avais écouté, Monsieur Compagnon, dans les prairies Saint-Martin, qui sont précisément 30 hectares de biodiversité, de nature, en cœur de ville. Non, Nathalie Perret, on ne met pas la fête foraine dans des prairies. Je n'ai jamais dit ça. L'approche végétale. Nathalie Perret, je n'ai jamais dit ça. Bon, vous avez écouté un journaliste, je n'ai jamais dit ça. Vous démentirez, Monsieur Compagnon. Je dis simplement qu'il faut végétaliser en cohérence avec un projet urbain global. Et donc, pour moi, c'est à la fois le confortement des grands espaces verts, avec, par exemple, le doublement de la surface du parc de Bourgard, avec la poursuite de l'aménagement des prairies Saint-Martin vers la forêt de Rennes, en passant par la coulée verte. C'est les espaces publics de proximité. Et parce que, oui, le centre-ville aujourd'hui, parce que c'est sa construction, parce que c'est son histoire et minérale, il faut mettre le paquet sur la végétalisation du centre-ville. Moi, je propose différentes choses. La première, c'est d'aménager un grand parc sur le parking Vilaine, avec des aménagements décidés par un jury citoyen, et une végétalisation de l'ensemble des places, mais aussi des rues libérées de l'emprise de la voiture.
Et non, vous ne vous êtes pas exprimé sur les arbres dans la ville. Un tout petit mot. Bien sûr que c'est fondamental. L'arbre permet aussi, ce sont des grands capteurs de CO2. Et justement, quand on dit il faut mettre des arbres, il faut des mains, il ne faut pas commencer par abattre des grands arbres qui permettent actuellement qui sont capteurs de CO2. Les espaces boisés, l'Office des forêts régulièrement. Non, moi pratique je vous de parle, l'élagage je ou de vous parle des l'extraction. arbres au centre-ville et notamment l'avenue Janvier, où de nombreuses associations vous dites l'abattage des arbres n'est pas nécessaire dans cette avenue. Il nous faut créer des parcours fraîcheurs, comme vous l'avez bien dit, il fait plus de 40 à Rennes en plein été. C'est irrespirable. Donc il n'y a pas actuellement de parcours fraîcheur dans le centre-ville. C'est très très minéral. Enfin, je pense que tout le monde s'en rend compte. Et les arbres sont fondamentaux là-dessus. On ne peut pas commencer par abattre des grands arbres. Alors, il nous reste 24 minutes à vous 6 pour nous parler cette troisième thématique. La première question de ce thème de la sécurité est posée par Vincent Jarnigon. Oui, thématique très importante, donc la sécurité ou le sentiment d'insécurité. En début de semaine, le député Florian Bachelier a expliqué que Rennes était la cible de trafic d'êtres humains, de stupéfiants, et était sur la carte du terrorisme. Est-ce que vous partagez cette vision de Rennes, en fait? Alors, on peut commencer peut-être par Carole Gandon. Effectivement, mais c'est une vision qui repose sur des constats. Je crois que c'est pas un hasard si la préfète d'Ille-et-Vilaine a dû insister pour que la mairie fasse installer une grille anti-attentat sur la place des Lys. C'est que c'est une réalité, une problématique qui existe, et il faut arrêter de faire l'autruche sur ces questions. Après, sur le plan local, moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre le discours et là encore, la parole des Rennais et la réalité vécue par les Rennais. La sécurité est aujourd'hui leur problématique numéro 1, c'est leur préoccupation numéro 1. Et ils réclament la tolérance zéro sur les incivilités. Et il faut la mettre en œuvre. Nous aurons un projet qui sera ambitieux, équilibré sur la question de la sécurité. Ça passe par des moyens humains, avec le recrutement d'une trentaine d'agents de policiers municipaux. Aujourd'hui, les effectifs sont insuffisants. Rennes est sous-dotée en termes d'effectifs pour la police municipale. Il faut recruter une trentaine d'agents et 15 dès le début du mandat. Il faut également déployer de la vidéoprotection. C'est un outil dont on aurait tort de se priver. On a des outils juridiques qu'on peut mettre en place, comme le dépôt de plainte systématique pour toutes les infractions. Et puis le fait de mettre en place des travaux d'intérêt général. Je crois qu'il faut vraiment maintenant écouter les habitants quand ils nous expriment cette inquiétude. Les travaux d'intérêt généraux, c'est pas le maire qui décide. On peut. Si, le maire peut décider. Le maire est officier de police judiciaire, n'est-ce pas, madame? Et donc je pense qu'il peut appliquer des travaux d'intérêt généraux quand il prend effectivement quelqu'un en flagrant délit, par exemple sur un tag, pour obliger à ce que la personne qui est taguée à un mur le nettoie elle-même. Si je peux simplement finir le propos là-dessus. Moi, j'ai rencontré, contrairement à vous, vous avez refusé de rencontrer les syndicats de police municipale, Madame Appéré. Moi, je les ai reçus et ils m'ont exprimé un sentiment vraiment d'empêchement dans leur activité. Ils ne sont pas visibles. Il n'y a pas de signalétique, par exemple, pour annoncer leur présence dans leur bureau. Nous, ce que nous souhaitons, c'est territorialiser la police municipale à l'échelle des quartiers pour qu'on puisse avoir des agents qui sont affectés à un quartier, donc qui travaillent en proximité avec les habitants sur la prévention, sur la médiation, qui puissent avoir un local, être identifié, que les habitants puissent aller les voir, les rencontrer lorsqu'ils ont besoin, et renforcer également la coordination avec la police nationale. Est-ce qu'il faut armer la police municipale? Parce que les syndicats le réclament. Très rapidement. Sur cette question, c'est pas une... À ce stade, l'arme létale, pour moi, n'est pas une option à mettre en œuvre tout de suite. Il faut réfléchir à l'armement existant. Ils réclament des tasers, c'est sans doute une solution qu'on peut expérimenter. C'est un enjeu pour leur propre sécurité. Ce n'est en tout cas effectivement pas un outil pour faire baisser la délinquance et pour faire baisser les violences, ça c'est très clair, mais c'est un enjeu pour leur propre sécurité. Et donc nous souhaitons effectivement répondre sur cette problématique et les accompagner là-dessus. Une réponse, Nathalie Appéré. D'abord, je laisse le député Bachelier à ses allégations. Ces propos ne sont confirmés par aucun représentant de l'État sur le territoire et je m'en réjouis. Il ne s'agit pas d'agiter les peurs en matière de sécurité, il s'agit d'être lucide, il s'agit d'agir. Alors moi, je ne rentre pas dans
la différence entre sécurité, insécurité, sentiment d'insécurité. Ce qu'il faut, c'est un certain nombre de solutions, d'actions. Et moi, je n'ai cessé d'agir sur cette question de la sécurité. Une augmentation de 25% des effectifs de police municipale. Le triplement des patrouilles de police municipale sur le centre-ville et sur les quartiers. La création d'une brigade canine, d'une brigade motorisée. Le déploiement, lorsque c'est utile, de la vidéoprotection. Un ensemble de mesures qui, pour autant, ne permettent pas aujourd'hui, comme dans l'ensemble des grandes villes de France, parce que c'est bien une problématique générale, d'atteindre le niveau de sécurité que les Rennais souhaitent. Et lorsque je dis que c'est bien une problématique générale, c'est que je me retrouve très régulièrement avec des maires, toutes tendances politiques confondues, de grandes villes de France, et nous n'avons de cesse de rappeler à l'État aussi ses prérogatives régaliennes en matière de sécurité. Et je regrette que les effectifs de police nationale ne soient pas non plus à la hauteur, malgré un dialogue permanent, malgré un dialogue exigeant. Vous avez été pendant un 5 ans dialogue député de la exigeant, majorité. un dialogue permanent. Vous auriez pu réclamer des effectifs pour la police nationale. Je l'ai fait, nous l'avons obtenu. Nous l'avons obtenu, mais nous sommes loin d'avoir compensé. Pas en même temps, s'il vous plaît, pas en même temps. Est-ce que vous êtes réellement satisfaite de votre bilan en matière de sécurité? Vous avez la sensation que vous avez agi à la hauteur de ce que vivent les Rennais dans le quotidien? Nathalie Appert. Vous avez annoncé simplement juste une chose, une brigade nocturne, il y a 1 mois à peu près. Mais vous êtes encore maire, pourquoi vous ne l'avez pas mise en place tout de suite? Pourquoi attendre et faire des promesses? Il faut que la parole tourne un petit peu plus rapidement, parce que là, on va arriver au terme de l'émission. Madame Gandon, si j'avais recruté immédiatement, à quelques mois de la campagne électorale, des policiers municipaux, vous m'auriez reproché de mesures électoralistes. Donc, ce que je propose, c'est de poursuivre la montée des effectifs de police municipale, même si un policier municipal ne sera jamais un policier national. Donc, il faut continuer aussi le dialogue exigeant avec l'État. Moi, je propose la création d'une brigade nocturne qui puisse intervenir jusqu'à 2-3 heures du matin après la fermeture des bars par le recrutement de 40 policiers municipaux nouveaux. Je propose aussi une brigade anti-incivilité pour mieux verbaliser, pour mieux sanctionner les auteurs d'infractions, de tags, de comportements qui peuvent pourrir le quotidien. Et je propose, une brigade qui était demandée par la droite il y a 6 ans et qui était réclamée par l'opposition, que vous n'avez pas mise en place. Simplement la dernière proposition sur une maison de la tranquillité publique dans le Palais Saint-Georges, de façon à faciliter la relation des citoyens avec la police municipale. Et puis, bien sûr, en continuant sur des mesures de prévention, des mesures d'éducation pour avoir une politique globale de tranquillité publique. Salmon, vous avez beaucoup de retard dans les temps de parole. Vous avez un petit peu de temps du coup pour nous développer vos mesures en matière de sécurité. Le souci à Rennes sur la sécurité, c'est que de nombreux Rennais ne sont même pas conscients en fait de la gravité de la situation. Tout le monde voit les faits divers publiés dans le journal de Monsieur Jarnigon. Tout le monde est mon journal. Non, mais auquel vous appartenez. Tout le monde est horrifié par ce qu'il lit et ce qu'il voit. Mais on n'a même pas conscience, car tout n'est pas dit. On n'a même pas conscience du niveau d'insécurité de la ville de Rennes. Madame Appéré, vous avez déclaré il y a quelques semaines que vous lisiez régulièrement les synthèses de police. Moi, je vous demande, publiez-les. Publiez-les pour que les Rennais voient ce qui se passe dans leur ville. Alors bien évidemment, rendez-les anonymes, on n'a pas besoin de connaître l'identité des délinquants qui commettent ces actes. On a quand même peut-être besoin de connaître leur nationalité. Car l'insécurité, oui, l'insécurité est liée à l'immigration à Rennes, c'est un fait. Publiez donc les synthèses de police et comme ça chacun pourra le voir que la sécurité est liée à l'immigration. Est-ce que vous avez des synthèses de police qui accréditent ce que vous dites là? Eh ben, ça m'arrive que certains policiers me parlent en privé parce qu'effectivement, vu que les pouvoirs publics ne font pas leur travail d'information, certains policiers viennent nous voir, nous parlent et nous disent ce qui se passe à Rennes. Et moi, je vous demande, ou alors dites, prouvez-moi que je me trompe et publiez ces synthèses de police et comme ça, tout le monde pourra voir qui a raison aujourd'hui entre les hurlements de la foule. Quelles sont vos mesures ? Concrètement, moi, je vais être encore plus radical que Madame Gandon et que Madame Appéré. Aujourd'hui, dans la ville de Rennes, il y a 75 policiers municipaux, les effectifs. Dans les villes de taille équivalente, il y a un policier municipal pour 1000 habitants.
Eh ben, tout de suite, immédiatement, il faut recruter 75 policiers municipaux pour arriver à 150 et arriver à 220 à la fin du mandat pour avoir cette moyenne qui est une moyenne nationale des Police municipale que vous armez. Oui, police municipale que j'arme, bien évidemment. Les policiers municipaux demandent des tasers et comme l'a dit Madame Gandon, l'arme d'un policier municipal, c'est pour sa protection à lui. Parce que quand il se retrouve, comme on le lit parfois dans votre journal récemment, que des policiers se retrouvent face à des jeunes qui lèvent leur t-shirt et se retrouve avec une arme de guerre sous le t-shirt, si le policier municipal en face de lui n'a pas d'arme, il est en danger. Et donc vous dites c'est Chicago en fait ici, même si je suis jamais allé à Chicago. Mais... Eh bien, consultez les synthèses de police et vous verrez que ce n'est pas Chicago, mais c'est très grave ce qu'il se passe à Rennes. Mathieu Turier, vous êtes davantage de la délinquance, simplement sur la transparence en matière de chiffres, sur une responsabilité de l'État. Il y a un observatoire local de la délinquance qui permet d'avoir accès à l'ensemble des statistiques de l'activité police et qui permettent de voir, même s'il ne faut pas s'en satisfaire, que Rennes est aujourd'hui l'une des grandes villes françaises qui est les moins touchée par les phénomènes de délinquance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à agir. L'observatoire, il est partagé régulièrement avec les citoyens, avec des représentants habitants des conseils de quartier. Alors Mathieu Turier, renforcer les effectifs, mettre un gros travail sur l'îlotage également dans les quartiers. Ça fait 15 ans en France qu'on n'est pas capable d'avoir un débat apaisé et objectif sur cette question, parce qu'il y a des politiques de tous bords, surtout à droite quand même, faut se le dire, et je parle même pas de l'extrême droite, qui tirent sur cette ficelle-là en permanence pour pouvoir agiter les peurs en espérant en récupérer quelques résultats électoraux. Faut qu'on arrête ça et qu'on regarde objectivement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On va se dire ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la politique à la Sarkozy, qui a été mise en place quand M. Sarkozy était président de la République. Moins d'effectifs, moins d'uniformes, moins de présence dans les rues. Ça veut dire qu'il faut faire l'inverse. Il faut effectivement qu'on ait plus de présence humaine sur l'espace public. S'il faut augmenter les effectifs de la police municipale, alors oui, faisons-le. Mais il n'y a pas que la police municipale. Il y a aussi les actions de médiation. Il y a aussi la présence des associations au quotidien dans les quartiers. Je pense à Morpa, par exemple, où ce serait bien qu'il y ait un peu plus de moyens humains autour du pôle associatif, par exemple. Donc il faut qu'on remette, encore une fois, de l'humain dans nos rues. Il faut que notre police municipale soit sur des missions de proximité, d'îlotage. Moi, je suis assez inquiet, je le dis franchement, sur des propositions d'avoir une brigade d'intervention de nuit. Ça veut dire clairement qu'on va ouvrir la porte à la question de l'armement, puisque aujourd'hui, le contrat avec la police municipale sur le fait qu'ils ne soient pas armés comment vous faites pour sur le fait qu'ils ne sont pas il y a eu des coups de feu, il y a eu des coups de feu dans le quartier. Mais Clenay, c'était de nuit. Il y a une répartition des compétences. Il y a une répartition des compétences entre l'État et la collectivité. La collectivité, sa police, n'a pas vocation à faire ce type d'intervention. C'est bien la responsabilité de la police nationale et il faut continuer à demander des moyens à l'État de la police nationale. Il y a autre chose qui ne fonctionne pas. Je vous ai laissé parler, merci de me laisser parler. Il y a autre chose qui ne fonctionne pas, c'est le déploiement de la vidéosurveillance. Ce sont des coûts qui sont inutiles. On a 0,5% des affaires qui sont traitées à Rennes par la vidéosurveillance. Autant dire, ce sont des fausses solutions qu'il faut arrêter. Il faut en trouver d'autres. Et j'entends, encore une fois, je reviens sur l'armement, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez inquiétant. J'entends parler du taser. Le taser, c'est une arme de catégorie B, au même type que le 357 Magnum. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de ça, mais il faudra assumer le fait que demain, on aura des policiers municipaux qui vont être dans les rues avec des armes potentiellement létales. Charles Compagnon, à présent sur la sécurité, j'ai vu que vous avez écrit que la sécurité est un chemin d'écologie. Mais avant cela, sur vraiment le doublement de la police municipale pour vous ? Oui, mais je vais juste répondre à Mathieu. Se faire tirer dessus au 357 Magnum et un petit coup de taser, même si ça fait mal, c'est pas pareil, Mathieu. C'est pas pareil. Non, mais il y a des gens qui sont morts avec des petits coups de taser, si vous voulez. Donc moi, il faut qu'on soit quand même très prudent quand on fait ce genre de proposition. Ça veut dire que potentiellement, demain, il peut y avoir des accidents sur des interventions. Non, je fais pas peur aux gens. Je dis juste que la politique qu'on mène depuis 15 ans, plus d'armement, toujours plus fort, il faut montrer qu'on a des muscles, etc. Ça fait juste monter la tension. Voilà. Et donc il y a une nécessité aujourd'hui, à l'inverse, de faire redescendre cette tension-là, de faire de l'îlotage. Elle existe la tension sur la sécurité. Je ne peux même pas finir ma phrase. Mathieu Turier, on termine. Voilà. On laisse terminer. Sur ce débat-là, on ne peut pas
avoir une discussion apaisée, calme et juste s'écouter et trouver ensemble les solutions qui fonctionnent. Et moi, je le dis franchement, je commence à en avoir assez que sur cette question-là, on ne puisse pas discuter franchement et objectivement des choses. Encore une fois, ce qui a fonctionné ces dernières années, c'est la police de proximité, c'est la proximité avec les habitants. Et c'est pour ça qu'on propose qu'il y ait des permanences de la police municipale, notamment dans les quartiers. Cher compagnon. Alors, je vais développer. Effectivement, c'est un sujet grave et c'est un sujet qui n'est pas agréable. Parce que quand vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi je m'étais engagé pour être maire de Rennes, je vous ai dit par amour de cette ville. Et quand vous êtes amoureux de quelque chose, c'est toujours difficile de dire que ça ne va pas. Et effectivement, les Rennais sont assez... Et j'en suis. On est assez schizophrène. Fiers de notre ville. Et puis, quand on commence à creuser, à gratter, et sur ce sujet-là, entre autres, on en a parlé des autres, c'est toujours compliqué de dire oui, c'est pas Chicago. Vincent Lagrange, c'est pas Chicago. Quand on commence à se faire tirer dessus dans les quartiers, ça commence un petit peu à s'en rapprocher. Parce que la Bélangerie était un quartier calme, il y a quand même un gars qui a pris une balle dans la cuisse. Alors, on va pas faire l'inventaire de tout ce qui s'est passé, mais on n'est pas, en tout cas, dans ma vision de la ville apaisée. C'est très très clair. Et c'est ça aussi qui me fait sortir du bois. Donc, sur la police municipale, clairement, c'est un doublement des effectifs juste pour se mettre au niveau des autres villes de notre taille. C'est 140 policiers municipaux, c'est ce qui est demandé. Quand on regarde par rapport à tout, avec un simple mais on sera très très bien avec 140 en redéploiement des patrouilles de 3 au lieu de patrouilles de 4. Vous verrez, on sera très efficace. On a tué tout ça. Alors, j'ai juste vous demander de développer parce que je sais que je suis le bisu de la salle, mais mon papa, il y a un moment, j'ai du mal dans les débats politiques parce qu'ils m'ont appris à pas couper la parole. Donc voilà, je sais que du coup, je parle un peu moins, mais voilà. Donc laissez-moi finir, vous commenterez après. Donc la police municipale, 7 jours sur 7. Parce qu'aujourd'hui, on défend que Rennes doit être actif le dimanche. Il doit se passer des choses le dimanche à Rennes. Si on accueille du public à Rennes le dimanche, si les gens sont là le dimanche, il faut du coup qu'on ait une police municipale à Rennes le dimanche et une police municipale, osons, le 24-24, parce qu'il se passe des choses la nuit et quand on appelle, il n'y a personne qui vient. Police armée à Rennes le dimanche, monsieur Compagnon, la police municipale circule quand il y a des manifestations. Quand il y a des manifestations, voilà, quand il n'y en a pas, et il n'y a pas de police municipale. Donc quand on prétend faire des choses tout le temps, eh bien, il faut mettre une police municipale le dimanche acté. Alors l'armement de la police municipale, c'est pas un sujet en soi au sens où ça dépend de la mission que vous lui donnez. C'est-à-dire que si vous dites aux policiers municipaux, il faut aller dans les quartiers après 20h. Si on dit aux policiers municipaux, il faut être là la nuit. Si on dit aux policiers municipaux, on vous a mis un gilet pare-balles. Bah, le gilet pare-balles, c'est bien pour pas prendre de balles. Donc on leur a mis, ils sont tous équipés de gilets pare-balles, mais on parle de policiers municipaux, on ne parle pas de casque bleu, ils ne sont pas là pour se faire tirer dessus et pas pouvoir se défendre, parce qu'avec un tonfa et une gazeuse, ils ne vont pas aller loin. Et si dans leur mission aujourd'hui, et ce qui est en train de devenir la ville, quand ils font un contrôle routier, ils trouvent 2 kilos de cannabis dans le coffre, ça veut dire qu'on est là sur un trafiquant de drogue, il faut qu'ils soient en mesure d'assurer leur mission. Pas. Donc oui, Tizer, effectivement, tout à fait, on mettra l'équipement qui soit en adéquation avec les missions qu'on leur donnera. Et comme ce sont des missions ambitieuses, il faudra leur donner l'équipement qui vaut. Juste pour terminer, on a vu aussi dans l'actualité qu'il y a une nouvelle chose qui se passe dans les villes, les attaques au couteau. Et aujourd'hui, les policiers municipaux nous disent, nous aussi, on a peur. On a peur parce que avec ce qu'on a, si ça se passe à Rennes, on ne sera pas équipé pour se protéger et pour protéger la population. Très rapidement, Enora Lopap, vos propositions. Alors, sur la sécurité, bon, il y a toujours une surenchère, ce qu'a dit M. Bachelier de traite d'êtres humains de Chicago, Monsieur Salmon. Enfin, il faut vraiment prendre les choses par la réalité et aussi trouver les solutions pour les Rennaises et les Rennais. Je sais que Madame Gandon nous prépare par exemple de tripler les caméras de vidéosurveillance. Je pense qu'elle n'a pas dû lire ce rapport de Eric Hellman qui dit clairement noir sur blanc qu'il est absolument inefficace en matière de prévention de la délinquance et également inefficace pour l'élucidation des affaires judiciaires. Quand les caméras sont en panne et qu'il n'y a personne derrière les écrans, c'est sûr. C'est sûr. Ce rapport GT Place Beauvau, donc, il rigole, ce que préfèrent les Rennaises et les Rennais, ce sont une présence humaine. Donc ce n'est pas des caméras partout. Il faut des gens derrière. On est pour ce que dit le rapport, ville. il y a 15 rapports qui disent l'inverse. S'il vous plaît, je croyais que vous ne coupiez pas la parole, c'est ce que vous aviez dit. Ça veut dire que je commence à l'échauffer, quoi. Oui, j'allais le dire, s'il vous plaît.
Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, il faut augmenter donc la présence humaine. Donc, on parle d'augmenter l'effectif de la police municipale, mais pourquoi? Parce qu'il faut les déployer dans les différents quartiers, mettre en place des maisons de la tranquillité, mettre en place des médiations. Il faut un véritable ancrage, une véritable discussion. La police municipale, c'est la police des habitants, c'est une police de proximité. Et ça, actuellement, ça n'existe pas à Rennes. Il nous reste juste un petit peu plus de 5 minutes dans ce débat. Oriane Mancini, on va refermer vraiment avec une question. Donc, vous avez à peu près 45 secondes chacun. Et dans l'ordre inverse de tout à l'heure, les Rennais vous écoutent, vous regardent. La même question à tous. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre de voter pour vous ? Eh bien, je vais un peu redire ce que j'ai déjà dit au début. Je pense que le débat était éclairant sur les différentes solutions de chacun. Il faut que la parole que je porte et que porte mon mouvement politique soit représentée au sein du conseil municipal de Rennes. Je suis le seul à avoir clairement dit que j'étais pour l'armement de la police municipale. Et donc, je pense que sur tous les autres sujets aussi, j'ai apporté des solutions éclairantes et intéressantes pour les Rennais. Cela fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de membres du Front National et maintenant du Rassemblement National au sein du conseil municipal. Cette voix doit être portée aujourd'hui à Rennes. Voilà, et c'était Aymeric Salmon pour le Rassemblement National. Nathalie Appéré, maire sortante, qu'est-ce que vous dites aux Rennais ? Je propose aux Rennaises et aux Rennais de voter pour Rennes. Voter pour Rennes, c'est pour une ville écologique qui lutte contre le réchauffement climatique, pour une ville où chacun se sent protégé, où chacun se sent respecté dans ses droits. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'un certain nombre de sujets, mais je sais qu'on aura d'autres occasions de débattre qui font le quotidien des Rennais. Moi je suis pour une ville à hauteur d'enfant, où véritablement on donne à chacun les moyens de s'épanouir, pour une ville qui prend à bras le corps aussi la question du vieillissement, qui est une chance formidable pour chacune et chacun d'entre nous, mais qui nécessite d'être accompagnée. Moi, je crois en Rennes, en une ville de cohésion, en une ville de justice, en une ville durable. Et je considère que ce que nous avons construit, pas à pas, peut aussi s'arrêter, peut aussi être détruit. Et quand je regarde ce que sont aujourd'hui l'exacerbation des tensions au niveau national, eh bien, je nous invite à faire en sorte que Rennes puisse rester Rennes, cette ville où on vit bien au quotidien et cette ville où on se projette vers un avenir commun. Il nous reste 3 minutes et Nora Le Pape. Oui, pourquoi voter pour Rennes en commun? C'est pour décider ensemble, collectivement, de ce que nous voulons pour notre ville. Nous voulons que ce soit une ville solidaire, démocratique, qui prenne à bras-le-corps l'état d'urgence climatique qui a été voté en juin dernier, mais il n'y a aucune contrainte actuellement. Nous, ce que nous proposons, c'est chaque délibération du conseil municipal soit évaluée selon cette zone de l'état d'urgence climatique. Ensuite, nous voulons aussi une ville qui mette à l'honneur la démocratie locale. 3 minutes, il reste 3 candidats. La journée locale Charles Compagnon et de la journée du RIC de démocratie locale pour pouvoir mettre à l'honneur toutes ces initiatives qui existent de démocratie locale. Et court. Voilà, j'invite les Rennais à voter pour la liste libre d'agir pour Rennes, parce que tout est dans le nom de la liste, parce que je suis libre, nous sommes libres d'agir pour Rennes, et qu'on n'amènera pas Rennes comme un trophée politique, mais on rendra Rennes aux Rennais, parce que notre parti, mon parti, c'est Rennes. Mathieu Teurier. On ne peut plus se voiler la face, on est dans le dur du changement climatique. Il va falloir que collectivement, nous répondions à cet enjeu immense. Nous avons un projet pour Rennes, il s'appelle Choisir l'écologie. Nous le présenterons ce soir. Il a été construit avec les Rennaises et les Rennais. C'est un projet de territoire, c'est un projet désirable puisque nous n'avons plus le choix. Il faudra mener ce grand projet enthousiasmant qu'est l'écologie. Le temps de l'écologie est venu pour Rennes. Carole Gondon. Oui, je dis qu'il faut avoir l'humilité d'écouter les Rennais, d'écouter les habitants, d'aller les rencontrer et enfin de prendre au sérieux leurs problèmes. Donc avec la liste Révéler Rennes, nous proposons un projet d'audace, un projet d'exigence et un projet de renouvellement pour préparer ensemble l'avenir de notre ville. Voilà, nous arrivons au bout de ce débat où nous avons passé les transports, la mobilité, le logement, l'urbanisme, la sécurité, la propreté. On aurait pu parler emploi, rayonnement, mais ça a été aussi abordé dans certains chapitres. Et puis, bien sûr, cette empreinte écologique si importante pour notre planète. Et pour nous, vous avez eu aussi l'occasion de bien montrer que dans toutes ces thématiques, eh bien, la place de l'écologie était une donne importante pour ces prochaines municipales.
municipales 2020. Merci à Carole Gandon, merci à Mathieu Teurier, merci à Charles Compagnon, merci à Enora Le Pape, merci à Nathalie Appéré, merci à Aymeric Salmon. On était très heureux avec Oriane Mancini de Public Sénat qui retransmet en direct cette émission, et puis bien évidemment avec mon compère politique Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France, de vous présenter ce débat. Il y en aura d'autres, mais en tout cas merci à vous et merci de cette excellente tenue. Merci au public présent et à celles et ceux qui nous ont regardés et qui auront le large résumé dans les colonnes de Ouest France. Merci Vincent. Merci à tous. Merci Oriane. Merci à tous. Merci à tous.